C'est un drame d'une ampleur difficilement imaginable. Le pouvoir iranien aurait massacré plus de 30 000 de ses propres citoyens lors des manifestations qui ont secoué le pays depuis la fin décembre. Alors aujourd'hui, où en est la révolte et où en est le régime des mollahs? Faudra-t-il une intervention étrangère pour faire lâcher prise à cette théocratie autoritaire? Que peuvent encore espérer les Iraniens? Nous en parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Farid Vaïd, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales et co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes franco-iranien, vous êtes diplômé de l'Université de Téhéran en génie électrique et de Sciences Po Lyon en relations internationales. Vous travaillez sur la géopolitique de l'Iran, ses dynamiques intérieures, ainsi que sur la guerre informationnelle. Jean-Pierre Perrin. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste et écrivain, grand arpenteur du Proche et du Moyen-Orient, ainsi que de l'Asie centrale, notamment de l'Afghanistan, qui vous a inspiré plusieurs livres, mais aussi de l'Iran, sur lequel vous avez signé L'Iran sous le voile en 1996 et Iran, l'âme des poètes en 2017. Vous avez également écrit plusieurs articles sur la révolte de ce début d'année pour le site Mediapart. Delphine Minoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et la correspondante du Figaro à Istanbul, d'où votre regard s'étend sur une grande partie du Moyen-Orient, après avoir été en poste pendant 10 ans en Iran, puis en Égypte et au Liban. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la Syrie, la Libye ou l'Iran, notamment Je vous écris de Téhéran en 2015, et vos deux derniers ouvrages sont des romans, L'alphabet du silence, paru en 2023, et Badgens en 2024. Georges Malbrunot, bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et ancien correspondant à Jérusalem. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier est consacré au prince héritier saoudien, MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Proche-Orient, écrit avec Christian Chesneau en 2024 chez Michel Lafon. Alors commençons peut-être par une sorte d'état des lieux. Est-ce que la révolte c'est fini? Est-ce qu'elle est écrasée, Delphine Minoui? Pour l'instant, la violence a gagné, l'a emporté sur la population qui est dans un état de choc total. Les gens passent plus de temps à aller essayer de retrouver les disparus, à compter leurs morts. Je ne connais pas un seul Iranien qui n'a pas dans sa famille un blessé, une personne arrêtée, un mort. La violence est colossale, c'est un massacre à huis clos. Pour l'instant, il n'y a plus de manifs? Il n'y a plus de manifs, à l'exception de temps en temps, à la nuit tombée, des gens qui osent monter sur les toits symboliquement et crier, continuer à crier ce slogan éternel « Mort au dictateur, mort à Khamenei ». Si on cherche à établir le bilan, comme vous l'avez fait dans le Figaro de ce matin, c'est très difficile parce que le régime reconnaît, ce qui est déjà énorme, 3000 morts. C'est un chiffre déjà énorme, mais en fait, c'est probablement 10 fois plus. Au moins, c'est-à-dire que moi je me suis basée sur des contacts à travers les médecins qui font un travail incroyable. Il faut saluer ce courage. Au moment où l'on parle, il y a des rafles à domicile, chez les médecins, chez les infirmiers qui ont osé soigner des manifestants et qui sont accusés d'espionnage au profit d'Israël. Et selon ce réseau de médecins avec qui je suis en contact, sur la base de ce qu'ils ont pu recenser à travers les hôpitaux, ils ont pu dénombrer à ce jour au moins 30 000 morts et presque 100 000 blessés. Et encore, ils estiment que ce sont des chiffres conservateurs parce qu'ils n'incluent ni les morgues, ni les cimetières, ni tous ces blessés qui n'ont pas osé aller dans les hôpitaux et qui sont peut-être morts de leurs blessures ultérieurement. Il y a également beaucoup d'Iraniens qui nous disent que leurs voisins, par exemple, ont enterré leurs morts dans leur jardin de peur que les corps ne soient saisis par les autorités. Farid Vaïd, qu'est-ce que ça dit sur la répression ? Le fait d'atteindre des chiffres si considérables, on dit en plus que ces 30 000 morts, c'est essentiellement lors des 2 jours cruciaux, enfin l'apogée de la révolte, 8 et 9 janvier, mais elle a duré au-delà. Qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, est-ce que vous avez les mêmes informations, les mêmes sources? Alors, tu as parlé d'état de choc et c'est très juste parce que j'ai eu un message ce matin de mon père. Après 3 semaines, je lui avais envoyé un message sur WhatsApp. Vous n'aviez pas de nouvelles de lui depuis 3 semaines? Depuis 3 semaines, je n'avais plus de nouvelles. Et sur WhatsApp, il y avait un seul tic, donc ça voulait dire que le message n'était pas reçu en Iran à cause de la coupure d'Internet. Et ce matin, il me répond, alors c'était un message très
très triste, il répond juste bonjour, nous sommes en état de choc, 3 points. Donc je pense effectivement le pays est complètement en état de sidération, ils essayent de comprendre ce qui se passe. 30 000 morts, si on fait confiance aux chiffres du Hamas, ça veut dire la moitié des morts à Gaza en 2 jours. Vous imaginez, je veux dire, il faut mettre en perspective, parce que quand les chiffres sont d'un tel niveau, on a un peu du mal à comprendre. 10 morts, 15 morts, parfois c'est plus facile à comprendre que 30 000 morts. Je veux dire, même nous, on essaye en tant que franco-iranien de garder la tête froide et d'analyser la situation avec objectivité, mais là c'est vrai que ça devient un peu difficile. Et comme tu disais, en fait, on connaît tous un ami, un cousin, un étudiant, une connaissance en fait qui a disparu, et qui est mort, qui va être emprisonné, qui va peut-être se faire violer, qui va peut-être se faire virer. En fait, là, aujourd'hui, il faut comprendre que l'État iranien, la République islamique, ne tient que par la force létale, que par la peur. Le régime est défaillant dans toutes ses fonctions. L'économie iranienne est complètement paralysée. Ils sont défaillants dans le domaine sécuritaire, énergétique, politique, et dans tous les secteurs. L'État iranien, aujourd'hui, est défaillant. Pourquoi ça tient ? Parce qu'en fait, l'équation est terrible aujourd'hui. Vous avez une population qui sort de plus en plus. L'écart entre les vagues se creuse, gagne en intensité. Mais en fait, le régime aussi, à chaque fois... monte d'un cran dans la répression. 30 000 morts, je veux dire, Famille Liberton, on parlait de quelques centaines de morts. Oui. 2009, moi, j'étais dans la rue lors du mouvement vert, c'était déjà très agressif, mais c'était encore quelques centaines de morts. Oui. Là, il faut remonter en fait au début de la naissance de la République islamique pour retrouver une telle violence dans sa répression. D'où la question qu'on se posera, je pense, plus tard dans le débat, est-ce que nous, Européens et les Américains, nous pouvons ne pas réagir ? On y viendra. Jean-Pierre Perrin, vous êtes surpris de voir le régime réprimer de manière aussi brutale, létale, des manifestations qui au départ étaient contre la vie chère, enfin il y avait des motivations quotidiennes, relevant du quotidien. À part le chiffre des victimes, effectivement, je suis absolument, totalement ébahi. Parce que derrière le chiffre, il y a des méthodes. Il y a les méthodes, mais en fait, sur le plan de la répression, non. Je crois qu'il faut comprendre tout de suite quelque chose, c'est que les instances sécuritaires, que ce soit les gardiens de la Révolution ou les miliciens, ne défendent pas l'Iran. Ils défendent la République islamique. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence. Donc, on le voit par exemple lorsqu'il y a la répression, lorsque le régime attaque des acteurs ou des metteurs en scène qui sont récompensés au Festival de Cannes ou ailleurs. Donc, jamais un régime, normalement, ne dénigre les gens qui représentent l'Iran à l'étranger. Et là, ça n'a jamais empêché le régime de les dénigrer, de les accuser de complot, d'espionnage, et tout simplement parce qu'ils défendent la République islamique et non pas l'Iran. C'est l'Iran qui se révolte contre la République islamique. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le peuple iranien sait que le régime est en guerre contre lui, c'est ça ? Oui, c'est une déclaration de guerre. D'ailleurs, dès les premiers soirs, il y a eu une déclaration d'un proche conseiller du guide qui a dit, voilà, il s'adressait aux parents et il leur a dit posément, gardez vos enfants à la maison, ne les laissez surtout pas sortir, s'ils prennent une balle, après vous ne viendrez pas vous plaindre, ce soir, nous sommes en guerre. Mshab Jangé. Donc, il s'était carrément annoncé la déclaration de guerre. Georges Malbruno, là-dessus, est-ce que c'est facile pour le régime de s'appuyer sur ses propres forces, ou on a aussi parlé d'Afghans, d'Irakiens qui aideraient le régime et qui n'auraient aucune empathie pour le peuple et tireraient sur lui. Le régime, cette fois-ci, a compris que c'était une question existentielle. Il a réussi à réprimer en 2009, en 99, en 2019. Là, il y avait une juxtaposition des mécontentements et qui faisait que son existence était C'est-à-dire cette fois-ci, ce que vous voulez dire, c'est que c'est toute la population qui est en colère. C'est 80%, pas toute la population, je veux dire, parce qu'il faut pas... Je pense que le régime, si on reprend le chiffre du premier tour d'élection présidentielle, le candidat pur jus du système, il a 13%, donc ça fait 13 millions, voilà. Ouais. Donc 13 millions sur 60 millions d'électeurs, voilà. Donc, mais il y a 80% aujourd'hui, on le voit sur cette carte-là, d'Iraniens qui ne veulent plus de la République islamique. Et donc là, et la République islamique, ses services de renseignement le savent pertinemment. Et donc cette fois-ci, ils ont massacré, comme tu l'as dit, ça s'est joué en 2 nuits. C'est ça qui est terrible. Hein. La nuit du 8 au 9, du 9 au 10. Le lundi matin,
c'était terminé. C'est ça qui est. Et donc, hélas, comme tu le disais aussi, c'est un régime qui a sophistiqué ses outils de répression à un point tel, quand on y est allé, quand on y a vécu, on connaît un petit peu tout ça. Voilà, ils ont recouru au porte-à-porte, ils ont arrêté des gens dans les hôpitaux, ils ont subtilisé les téléphones portables, les drones surveillaient rue par rue. Maintenant, ils coupent l'Internet, ils isolent tout le pays. Voilà, et donc ils ont effectivement fait un massacre à grande ampleur et qui a permis d'arrêter momentanément la contestation. Alors justement, Delphine Minoué, est-ce que le régime est plus fort ou est-ce qu'il s'affaiblit petit à petit, puisque ça fait quand même 20 ans qu'il y a ces flambées de colère ponctuelles, régulières, 2009, 2019, 2022 avec Mahsa Amini. À votre avis, aujourd'hui, le régime est plus fort ou plus faible ? Alors moi, déjà, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je trouve que c'est une phrase qui résume tout ce qui se passe en ce moment. C'est cette banderole que le régime a placée devant l'université de Téhéran. Donc, c'est très symbolique parce que l'université de Téhéran, c'est avenue Andrelob, l'avenue de la Révolution. C'est là où il y a régulièrement des mouvements de protestation. Et il est écrit « Yo Marg, Yo Khamenei », ce qui veut dire ou la mort ou Khamenei. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime ne donne plus de choix à sa population. Il faut rappeler que c'est dans l'ADN du régime d'utiliser la violence quand il estime que c'est sa survie qui est en jeu. En fait, c'est les méthodes qui avaient été utilisées au début de la République islamique après la révolution de 1979. Souvenez-vous de la série d'exécutions et de liquidations de milliers d'opposants dans les années 80. Mais, en effet, pour revenir à votre question, c'est aussi un signe de faiblesse, évidemment. La seule arme qui lui reste, c'est la brutalité, c'est la violence. La République islamique n'a jamais été autant sous pression, à la fois externe. Le système a été très, très, très fragilisé pendant la guerre des 12 jours contre Israël. Le régime s'est infiltré. Il y a des hauts gradés des gardiens de la Révolution qui ont été éliminés. Il y a fort probablement quelques espions potentiels. Et de l'autre côté, ils se sont fragilisés en interne parce qu'il n'a jamais été autant dénigré et détesté, en fait, de la part de sa population. On est arrivé à un niveau, pour vous dire, où certains de mes contacts, quand je discute avec eux, certains d'entre eux qui votaient encore aux dernières élections pour Massoud Pezeshkian, un réformiste, donc qui quelque part continue à soutenir indirectement ce système, aujourd'hui ces mêmes gens sont sortis dans la rue le 8 et le 9 janvier pour crier « Vive le Shah ». Donc ça vous dit à quel point il y a un état de désespoir, de colère et cette volonté de se dire qu'il n'y a pas de retour possible. C'est la République islamique dans son intégralité dont ils veulent se débarrasser et c'est pour ça que le régime a peur. Le régime est faible dans ce sens-là. On va revenir sur la personnalité du fils du Shah. Farid Vaïd, vous pensez qu'il y a une accumulation, que la superposition des crises affaiblit, laisse des traces à chaque fois et peut-être finira par remporter le régime ? Il ne faut pas analyser l'Iran juste en regardant les vagues de manifestations. Alors on a un problème en France, pas d'ailleurs, c'est pas le cas des médias, mais plutôt des institutions politiques et publiques. On va s'intéresser à l'Iran. Quand il y a une vague de manifestations, après il y a la répression, on oublie le pays, on repart jusqu'à la prochaine vague de manifestations. Et entre les deux vagues, c'est comme si en fait le pays disparaissait, qu'il n'y avait plus de dynamique au sein de la société civile, qu'il ne se passait plus rien politiquement ou d'un point de vue culturel dans le pays. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 2009, chaque vague de contestation a profondément changé le pays. Le mouvement Fin Vie Liberté a changé le rapport des Iraniennes à la question du voile et plus globalement le rapport des Iraniens à la question de la religion. Moi, je parlais avec une amie iranienne, les années 2010, moi j'étais toujours étudiant en Iran, elle mettait le voile, vous y étiez tous en Iran à un moment, elle mettait le voile symboliquement sur la tête, après ça tombait sur les épaules, maintenant elle sort sans le voile. Alors le voile, c'est pas anodin, ça montre quelque chose de très profond, un changement très profond qui montre que les Iraniens ont tourné en fait la page de l'islam politique. Et si on dit que le régime va tomber, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Au-delà des questions économiques et politiques, toute la République islamique est basée sur cette philosophie de gouvernance islamique, d'un islam politique. Comment vous voulez gouverner un pays ultra sécularisé, occidentalisé? C'est le paradoxe de la République islamique. Ça a fait de l'Iran le pays le plus sécularisé de la région. Comment vous pouvez gouverner indéfiniment, juste par la force létale, un pays sécularisé, connecté, occidentalisé, qui aspire à quelque chose de radicalement différent que ce que le régime offre. Donc aujourd'hui, effectivement,
ils tiennent par la force. Mais en fait, l'Iran rentre dans une période très dangereuse, je ne sais pas si on va être d'accord. Mais en fait, en ne laissant aucune porte de sortie aux Iraniens. Les Iraniens, ils voulaient passer par la réforme culturelle, par la réforme politique. Ils espéraient une fin un peu à la soviétique pour le régime, c'est-à-dire un effondrement interne avec un Gorbatchev. Mais on a un Staline en face, on a quelqu'un qui tue. Donc en fait, la seule porte de sortie pour les Iraniens, c'est de prendre les armes. In fine, moi je ne vois pas comment la République islamique peut tomber, sauf par une lutte armée intérieure ou une intervention militaire extérieure. On va revenir sur ces points. Georges Malbruno, est-ce qu'on voit des fractures, des fissures au sein du régime ou il est monolithique ? Non, justement, on parlait tout à l'heure de failles. Il n'y a pas de faille dans le système sécuritaire. Et c'est la différence justement avec les mois qui ont précédé la révolution de 1979, où l'armée du Shah a basculé du côté des révolutionnaires à l'époque. Là, pour l'instant, le régime tient dans sa composante sécuritaire, gardien de la révolution, Basij, service de renseignement, parce que ils sont tous d'accord pour et ils profitent du système. Et ils profitent du système. Ils vivent sur la bête. C'est un régime, on parlait tout à l'heure, l'armée régulière iranienne, normalement, l'Artèche, n'avait pas beaucoup de pouvoir parce qu'elle a été héritée du Shah, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre des 12 jours ? Parce qu'ils sont pas sots, hein. Donc ils ont fusionné l'armée avec les gardiens pour éviter qu'il y ait au sein de l'armée régulière, justement, des défections, etc. Donc, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est ça la grande question. Jusqu'à quand l'appareil sécuritaire va rester homogène ? Moi, j'avais tendance à dire, le régime sera menacé lorsqu'il y a beaucoup de monde dans la rue, il y en a eu beaucoup de monde, lorsque ça durera longtemps, ça commence à durer, même si aujourd'hui ça a été éteint, et lorsqu'il y aura une incarnation extérieure, voilà, là on l'a avec tous les défauts dont on parlera sur Reza Pahlavi, et lorsqu'il y aura un basculement des forces de sécurité. On n'y est pas encore, mais même si le régime s'en sort aujourd'hui, il y aura dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 3 mois une nouvelle révolte, et tôt ou tard, il a su gérer, depuis 2009 et même avant 1999, des vagues de mécontentement, mais il ne peut pas survivre à une population hostile à 80%. Et donc, à un moment donné, l'appareil sécuritaire, parce qu'ils ont tous des enfants, vous savez ce qui me frappe, je pense vous aussi, c'est qu'on apprend que le fils d'Ali Larijani est aux États-Unis, le fils d'un autre est à Monaco, le fils d'un troisième est à Dubaï, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont préparé les devants, mais ça veut dire quand même que, voilà, donc s'il ne faut pas non plus exclure qu'à un moment, on en reparlera, il peut y avoir une solution en interne. Voilà. Jean-Pierre Perrin, quel est l'état de l'opposition face à ce régime un peu monolithique ? Alors, toutes les conditions sont réunies pour un changement de régime, puisqu'on a un mécontentement généralisé, on a d'autre part un mouvement qui dure, même si pour le moment, effectivement, il a été écrasé par la violence. On a une situation économique absolument catastrophique et rien ne va permettre que cette situation catastrophique s'améliore. Au contraire, elle risque encore de se détériorer parce que finalement, la répression... Alors que potentiellement, on parle d'un pays riche, un grand pays avec des ressources de part. Il y a les sanctions, il y a autre part la faillite de l'économie, il y a l'incompétence absolument à tous les niveaux. La corruption. La corruption, évidemment. Il manque une chose quand même fondamentale pour un changement de régime, c'est une véritable opposition structurée avec des chefs, avec des mots d'ordre, avec une vision d'avenir. Oui, une vision d'avenir. Même une idéologie. On a simplement aujourd'hui un chef de l'opposition par défaut, c'est-à-dire Reza Pahlavi, le fils du Shah destitué, renversé, et donc mais c'est quand même une personnalité par défaut. Donc il manque quand même des opposants visibles qui peuvent donner des mots d'ordre, qui peuvent donner des directions à suivre. Et là, on ressent quand même ce manque crucial, fondamental, et c'est ce qui explique sans doute pourquoi aussi la situation retombe toujours dans les ornières précédentes, c'est-à-dire répression massive, et puis le mouvement s'éteint ou se met en veilleuse pendant quelques temps. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui donne les mots d'ordre, on ne sait pas qui. Voilà. Les seules personnalités qui se sont fait connaître dans l'opposition sont toutes en prison ou alors à l'étranger. On va écouter ce que dit justement Reza Pahlavi, le fils du Shah, de Feu le Shah, enfin Reza Shah. Pas Reza Shah, Reza Pahlavi, parce qu'il n'est pas encore Shah. Oui. Et qui annonçait il y a quelques jours son retour en Iran, qui a l'air pour l'instant compromis. On va écouter. And just like those other tyrannies, the Islamic Republic will fall. Not if, but when.
The world must hear this clearly. The battle in Iran today is not between reform and revolution. It is between occupation and liberation. Today, as my compatriots call on me for leadership, I reaffirm my lifelong pledge by stepping in to lead the movement that will take back our country from the anti-Iranian hostile force that occupies it and kills its children. I will return to Iran. Farid Vahid, ce n'est pas un des phénomènes les plus étonnants de cette dernière poussée de révolte. Tout d'un coup, le nom de Reza Pahlavi chantait dans les rues de Téhéran. Tout à fait, mais vous savez, si aujourd'hui la République islamique dit à sa population qu'il fait nuit, les gens vont dire qu'il fait jour. Il y a une telle relation de haine contre le régime, et le régime a tellement menti, qu'il y a en fait un effet psychologique. Et pendant toute notre scolarité en Iran, ils ont littéralement passé leur temps à insulter la dynastie des Pahlavis. Ils avaient une très grande haine de la dynastie des Pahlavis, tandis que c'était l'une des meilleures dynasties. Vous avez grandi dans cette culture-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du personnage? Est-ce qu'il vous en reste quelque chose de cet endoctrinement anti-Pahlavi? Pas du tout, non. Mais en fait, il faut comprendre aussi l'histoire moderne de l'Iran. La dynastie Pahlavi, alors certes, ils étaient autoritaires, on le dit souvent, mais ils étaient autoritaires surtout dans une un police sens bonapartiste. secrète, Ils avaient quand même construit l'État moderne en Iran. Reza Shah, le grand-père de Reza Pahlavi, est le fondateur de l'État moderne en Iran. La Shah Banou, qui habite à Paris, est une personne très appréciée en Iran. Donc Reza Pahlavi bénéficie quand même d'un certain prestige et de son nom de famille, on va dire. Sur le côté autoritaire de la dynastie Pahlavi, la République islamique, en 2 jours, ils ont tué plus que les Pahlavi en 50 ans. Donc en fait, ce côté-là, ça ne parle plus trop aux Iraniens. Mais est-ce que c'est un ralliement par défaut, comme le disait Jean-Pierre Perrin? Alors c'est par défaut, oui, parce que vous avez une opposition en Iran qui est emprisonnée, mais après il a aussi travaillé quand même ça fait plusieurs dizaines d'années qui développe sa pensée. Mais juste un petit point sur l'opposition. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition en Iran. C'est insultant pour tous ceux qui sont en prison. Il y a une opposition, mais qui n'est pas constituée, organisée et unie. Mais il n'y a pas de structure d'opposition. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de syndicat. Quand vous n'avez pas de syndicat, c'est difficile d'organiser des grèves. Quand vous n'organisez pas de grève, on voit bien qu'il y a une opposition, elle est dans les rues. En fait, c'est une opposition culturelle et politique. Mais la République islamique, depuis 40 ans, ils ont systématiquement détruit toute forme d'opposition structurelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour ceux de l'intérieur de s'organiser. Donc, l'avantage de Reza Pahlavi et son succès lors de cette vague de manifestations, c'est qu'il n'est pas en Iran. Donc, en fait, le fait de ne pas être en Iran, qui était avant vu comme un point faible, c'est devenu un point fort, parce qu'il a les mains libres d'aller parler à des chefs d'État, essayer de parler à Trump, à des chefs d'État européens, et aussi n'a pas été sali, j'ai envie de dire, par la République islamique. Parce qu'on a des opposants en Iran, comme Tajadeh, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a des prises d'opposition très courageuses, anti-régime, il est en prison. Le problème, c'est que quand il était ministre de l'Intérieur, il a réprimé un mouvement étudiant en 1999. Donc en fait, tous ceux qui, à un moment donné, étaient dans le régime, comme Mir Hossein, comme Khatami, comme Rouhani, comme Zarif, sont détestés aujourd'hui. Reza Pahlavi, c'est vrai qu'il n'a pas de bilan, mais en fait, le fait de ne pas avoir de bilan se transforme. Il n'y a pas une seule figure en prison qui est appréciée et qui pourrait être un recours? Narges Mohammadi. Il n'a pas le potentiel de faire. Qui est la prix Nobel de la paix. C'est un système qui a éteint toute possibilité, qui a écrasé toute possibilité. Un point essentiel, c'est que l'opposition, effectivement, mais elle existe bien évidemment, mais elle n'a pas formé une coalition à l'image, je sais pas, du général de Gaulle en 1940. C'est-à-dire, on aurait un front uni qui irait de la gauche jusqu'à la droite, royaliste jusqu'au Parti communiste éventuellement. Tous sont évidemment hostiles à la République islamique, mais ils n'ont pas créé une coalition dans laquelle tous les Iraniens pourraient se reconnaître, quelle que soit leur tendance. Alors, je sais bien que c'est facile de dire ça de l'extérieur, mais notre confortable fauteuil, absolument. Mais ça manque quand même. On voit que ça manque. On a simplement le fils du chat qui est comme personnalité, mais en même temps, il n'a pas non plus un charisme. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Delphine Minouil? Avant de parler du fils du chat, moi, je tiens quand même à revenir sur la maturité de la société civile iranienne. On oublie souvent d'en parler, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi tellement de gens dans les rues aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui, en termes de critères sociodémographiques, c'est un pays où vous avez 70% de gens qui sont urbanisés, où vous avez un taux d'éducation très 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 élevé, où vous avez la moitié des étudiants qui sont des étudiantes à l'université. Et si, en effet, il n'y a pas de figure en tant que telle qui émerge, il y a une capacité
à se mobiliser, à s'organiser. Que vous discutiez avec un professeur d'université ou avec un ouvrier, parfois je suis sidérée par la façon, la rhétorique, la façon de challenger en termes politiques. Les gens, il y a beaucoup de personnes très érudites qui ne sortent pas du lot. Je dirais que c'est des politiciens en devenir anonymes, mais qui émergeront quand il y aura la possibilité de s'exprimer. Toutes ces années où je vivais à Téhéran, ce qui me marquait, c'est qu'en effet, tout le monde disait ce qui a remplacé les partis politiques, c'est la presse. C'est les journalistes, mais la presse, c'est aussi des tribunes signées par des professeurs d'université. Tout ceci n'est pas traduit en France, mais c'est pour tenir à rappeler que, au-delà de ce qu'on voit, ce régime castrateur, tyrannique, misogyne, il y a un débat d'idées incroyable, un pouvoir critique qui existe en Iran. On sait qu'il y a deux niveaux. Voilà. Il y a une société qu'on peut dire souterraine quelque peu, mais qui a une vie qui vraiment, finalement, depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté, et qui échappe aux dictats sociaux du régime. Mais donc, vous y croyez, Pahlavi, ou pas? Alors, moi, j'essaye toujours de me faire une sorte de porte-parole des voix que j'entends, que j'essaye de faire sortir de l'ombre en Iran. Il y a un état de fait, il faut être réaliste. Son nom a été scandé dans ces dernières manifestations. C'est quelque chose d'inédit. Même pendant le mouvement Femmes et Liberté, à aucun moment on a entendu son nom. Ce que nous disent les gens, pour rejoindre ce que tu évoquais, c'est que oui, quelque part, c'est une sorte aussi de leader par défaut, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais les gens se disent, jouons le jeu. Aujourd'hui, de toute façon, tout le monde est d'accord sur quelque chose, il faut se débarrasser de la République islamique. La page est tournée. Donc, remplissons le vide, donnons-lui une chance, à condition qu'il se présente, comme il le dit, comme un leader de la transition. Tout le monde insiste sur l'idée d'un référendum, sur une future constitution, d'élections en bonne et due forme, afin que le choix revienne au peuple qui, depuis 47 ans, se bat de l'intérieur. Est-ce que les relations de Pahlavi avec Trump, avec Netanyahou, est-ce que ça le discrédite ou pas du tout aux yeux des Iraniens, Georges Malbruno? Il est allé un peu loin quand il est allé en Israël il y a quelques années. Ça l'a quand même relativement discrédité. Avec Donald Trump, vous avez vu que Donald Trump ne l'a pas adoubé, puisqu'il l'a dit. Il ne l'a pas reçu. Donc la conclusion qu'on en tirait, c'est que Donald Trump, pour l'instant, n'était pas pour le régime change avec Reza Pahlavi. Donc il le garde. On a appris ensuite que Witkoff l'avait rencontré. Je crois que ça fait partie de l'équation, mais Donald Trump et son administration savent que, en dépit de sa capacité d'attraction aujourd'hui, il a quand même beaucoup de faiblesses. Et donc, en revanche, avec Israël, effectivement, là, je pense que ça le dessert aussi, parce que, et c'est probablement ce qui explique aussi que les agendas entre Trump et Netanyahou ne soient pas les mêmes. Il est plus Reza Pahlavi sur un agenda israélien de changement de régime, etc., alors que Trump, aujourd'hui, on n'en sait pas. Alors justement, on en vient à ce que peut faire la communauté internationale et ce qu'elle fait déjà. Il y a ce groupe naval américain autour du porte-avions USS Abraham Lincoln qui arrive sur zone, comme on dit. On ne sait pas trop ce que Donald Trump veut en faire. L'idée d'une intervention militaire ou d'ingérence politique, qu'est-ce que vous en pensez, Farid Fahy? Alors, traditionnellement, je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais à ce stade, de ne pas intervenir serait problématique. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Alors, il aurait pu ne pas parler. Il a dit, si j'étais son conseiller, il y a 3-4 semaines, je lui aurais dit, bon, on dit rien, on attend, on voit ce qui se passe. Oui. Le problème, c'est qu'à plusieurs reprises, le président des États-Unis, la plus grande puissance du monde, le leader du monde libre, la plus grande armée du monde, dit s'il y a répression sanglante des manifestations, on va intervenir. Et il le dit plusieurs fois, plusieurs jours. Jusqu'au dernier jour, la veille de la grande manifestation, il dit prenez, patriotes iraniens, prenez les institutions, l'aide arrive. Donc les gens, ils sortent aussi avec cette attente-là. Moi, j'ai eu des amis qui m'ont dit on y va, tant pis, les Américains, ils seront là. En plus, il ne faut pas oublier que la semaine d'avant, il y avait eu l'opération américaine au Venezuela. Au mois de juin, il y avait eu les attaques américaines en Iran. Donc il y avait une crédibilité dans la menace américaine. Si aujourd'hui, ils n'interviennent pas, alors on parlera plus en détail dans qu'est-ce que ça dit une intervention, mais s'ils n'interviennent pas du tout, quel est le message envoyé au régime? Comme Volodymyr Zelensky le disait à Davos, ça veut dire une dictature, si il tue suffisamment, peut rester au pouvoir. Quel est le message envoyé à la population? C'est que vous êtes seul. Vous êtes seul. Même quelqu'un comme Donald Trump,
ne va pas intervenir parce que c'est sans doute certainement pas les Européens qui vont le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, in fine, prenez les armes. Donc aujourd'hui, une non-intervention serait paradoxalement une garantie d'une guerre civile prochaine en Iran. Et il y a aussi la question de la punition du régime. On nous demande souvent comment on peut soutenir la population iranienne. Alors il y a plein de choses à faire, on peut faire la liste, on en reparlera. Mais on peut aussi poser la question, est-ce qu'on peut laisser un tel massacre impuni? Un régime islamiste qui tue 30 000 personnes. Et je veux dire, la République islamique, il ne faut pas oublier, ils ont le sang des parachutistes français aussi sur les mains. C'est quand même un régime terroriste. Donc parfois on a le sentiment que les Européens, de toute façon, ils sont dans une forme de... Je vais être un peu dur, mais de lâcheté, parce que ça les arrange de toute façon de dire on est contre une intervention militaire américaine, mais en même temps, si vous leur demandez qu'est-ce que vous proposez, ils ne savent pas trop quoi dire. Ils font du wait and see, mais il n'y a rien de pire que de faire du latentisme à l'égard de ce type de régime. Et les Américains, je ne dis pas qu'une intervention militaire va forcément faire tomber le régime, mais une non-intervention sera un très mauvais message au régime et à la population. Posons-nous la question, Jean-Pierre Perrin, vous en avez vu des interventions américaines, en particulier au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? À quoi ça devrait ressembler? Sachant que les Américains ne vont pas envahir l'Iran, évidemment. Donc ça serait des frappes aériennes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'intervention? No boots on the ground, comme dit... Non, mais... En même temps, faut-il souhaiter une invasion de l'Iran? Ça me paraît très disproportionné. On a vu l'Irak voisin. Bien sûr, c'est pas possible. Non, évidemment, il y a l'hypothèse des frappes sur les institutions iraniennes, sur les gardiens, le siège iranien de la Révolution, le siège des renseignements, effectivement, qui seront des frappes à la fois symboliques, parce qu'ils s'attaquent aux outils de la répression, et en même temps qui seront sans doute, qui paralyseront pendant au moins quelques jours le régime. Mais ça ne veut pas dire que le régime va tomber pour autant. Donc l'inconnue, elle est là. Je voudrais ajouter aussi un point qu'on n'a pas souligné, qui me semble très important. Au-delà de la répression, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est ce que j'appellerais une politique de la cruauté. C'est-à-dire que le régime ne fait pas que réprimer pour garder le pouvoir, il réprime, mais en accompagnant cette répression de cruauté. Exemple, vous faites payer aux familles le retour des corps. Et vous les faites payer très très cher. Les balles qui ont servi à tuer votre fils, votre frère, votre femme ou votre cousin, peu importe, vous les faites payer. S'il en a reçu 3, vous payez 3 fois. Vous faites payer aussi sur leurs biens des personnes arrêtées. Donc cette politique de la cruauté est quelque chose qui relève d'institutions effectivement internationales. Et là, c'est peut-être... alors évidemment, ça ne va pas changer le régime que de condamner ces pratiques, mais il faut quand même le souligner parce que c'est fondamental dans la nature de la compréhension du régime. Ça veut dire qu'il est prêt à tout, qu'il ne craint pas l'avenir d'être un jour condamné, jugé, poursuivi, exécuté. Est-ce que ça justifie une punition, comme le disait Farid Vaïd? Ce qui est évident, on fait face à un dilemme, parce que ne rien faire, c'est laisser le régime continuer à agir en toute impunité. Je garde en mémoire, ayant couvert la Syrie toutes ces années, le précédent avec Barack Obama, sa fameuse ligne rouge sur l'utilisation d'armes chimiques. 2013, il rétropédale. Pendant 10 ans, Bachar al-Assad a littéralement exterminé sa population sans que personne ne lève le petit doigt. Donc on peut assister à la même chose en Iran, de ce genre de scénario-là. On est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. C'est vrai que Bachar al-Assad, en l'occurrence, à l'époque, bénéficiait aussi de l'aide des Russes et des Iraniens. Là, les Iraniens sont un peu seuls dans leur technique de répression, mais ils ont des outils très très forts. Ils ont des amis russes aussi. Ils font pas grand-chose. Les Russes sont très très occupés avec les Ukrainiens. En revanche, alors après, il y a les partisans de frappes militaires, voire de frappes en effet ciblées, chirurgicales, contre le guide suprême, contre certains dépôts militaires, de façon à peut-être encourager la population à prendre les armes et à poursuivre la guerre par elle-même et à se débarrasser de son régime pour vraiment fragiliser le système. L'autre option, qui est défendue par beaucoup d'acteurs de la société civile, y compris des figures à l'étranger comme Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, ce sont des formes de pression indirecte, c'est-à-dire des sanctions ciblées, le placement des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes qu'ils demandent depuis si longtemps, depuis d'ailleurs le
mouvement Femmes Liberté. Ça, Et puis, ça va plein se faire, d'autres- j'ai l'impression, plein au d'autres niveau formes pour européen, aider, par non exemple, la population, c'est maintenir le canal de communication, trouver des moyens pour que l'Internet puisse revenir, trouver une alternative aux Starlinks d'Elon Musk, trouver un système européen pour continuer à les soutenir. Parce que c'est ce que nous disent les Iraniens. Il y a des Iraniens, quand les lignes ont été coupées, le fameux 8 au soir, et qu'après on a réussi à leur reparler plus de 10 jours plus tard, il y a des Iraniens qui me disaient il y avait tellement de monde dans les rues. Il y avait tellement même de forces de répression parfois dans certains petits villages qui abandonnaient, qui capitulaient face à la masse critique, qu'ils pensaient que ça y est, la révolution était là, que le régime était en train de tomber. Et quand l'Internet a été coupé, certains ont cru que c'était les révolutionnaires qui avaient réussi à prendre la main sur le système. Donc c'est pour vous dire que si l'Internet, si la communication n'avait pas été coupée, peut-être que l'histoire ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui et que la révolution aurait tourné peut-être dans le sens de la population du renversement du régime. Sur que va faire Donald Trump, est-ce qu'il veut aider les protestataires ou est-ce qu'il veut affaiblir le régime pour pouvoir négocier? L'autre jour, Steve Witkoff l'a bien dit. Il a dit Witkoff a dit on a 3 priorités, le nucléaire, les missiles balistiques et les proxys. Et les proxys. C'est pas vraiment les droits de l'homme. C'est plutôt au jour d'aujourd'hui l'agenda américain. Ouais. Donc voilà, alors on sait que Trump peut dire une chose et faire le contraire, mais on sait qu'il est capable de frapper, il l'a fait, y compris en Iran, mais on sait qu'il n'a pas envie de s'éterniser. Donc ça plaide pas pour une intervention longue, effectivement, il peut aussi, moi je pense qu'une option, et comme vous disiez, l'objectif numéro 1 c'est le nucléaire, il pourrait tout à fait, si les négociations qui probablement ont lieu actuellement en coulisses n'aboutissent pas, frapper un site comme Taléhan 2 qui a été reconstruit après la guerre des 12 jours, dire voilà, maintenant on fait ça. Donc je pense que Trump est plus dans cette logique-là d'affaiblir le régime pour qu'à la fin, il vienne signer quelque chose qui concernerait le nucléaire, après, les proxys. À quel coût? Parce que je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'étudier, Ça- c'est la peur de la riposte iranienne. Oui, et il y a aussi les voisins, Voilà, les Émirats arabes unis ont dit les qu'ils monarchies du n'accepteraient Golfe, pas, voilà. Israël, qui auraient apparemment déconseillé à Donald Trump Personne ne veut de frapper en lui disant de toute façon il faudrait que ce soit une campagne longue, incertaine. Alors c'est le malheur de l'Iran, c'est effectivement, tu disais le régime est seul, mais la population iranienne aussi. Les Iraniens sont très seuls aussi. Dans la région, personne ne veut un changement de régime. Alors les pays arabes, la situation actuelle de l'Iran leur convient parfaitement. Ouais. C'est l'Iran qui aurait dû par nature être l'allié par excellence de l'Occident, le meilleur client, la puissance hégémonique de la Et région. qui pourrait très bien se réconcilier avec Israël aussi d'ailleurs. Évidemment, dans la mais le région. pays est complètement hors système, donc des pays comme le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite en profitent. En plus, ils n'aimeraient pas avoir une révolution démocratique qui donnerait l'exemple peut-être à leur propre population. Oui. De l'autre côté, les Israéliens, ils aimeraient bien avoir un changement de régime, mais ils savent aussi que le régime, s'ils sont face à une menace existentielle, ils peuvent quand même faire mal aux Israéliens, ils peuvent essayer de fermer le Golfe Persique, ils peuvent quand même faire quelques morts du côté américain. À quelques mois des midterms, est-ce que Donald Trump a envie d'avoir des soldats américains morts dans son pays? L'équation, encore une fois, militaire, est très compliquée, mais c'était très juste tout ce que Delphine disait, parce que, à part la solution militaire, il y a beaucoup d'autres solutions que nous, Européens, on aurait dû être normalement à l'aise avec mettre les gardiens sur la liste des organisations terroristes. C'est la France qui ne le fait pas. Aujourd'hui, à ce stade, c'est la France qui empêche que les gardiens soient... Même l'Italie, Avec quels Même arguments l'Italie l'a accepté. s'y est mis. Les Avec deux otages qui sont atterrants, mais le problème de la France, si vous voulez, c'est que c'est quand même très étrange, parce que nos diplomates, ils sont très brillants, mais ils n'ont pas compris qu'avec des régimes comme le régime iranien ou le régime russe, il faut parler le langage de la force. Alors en fait, ils montrent la peur, ils Peut-être parce qu'ils montrent sont de pas la très prudence, habiles. et plus ils montrent de la prudence, et plus ces régimes-là, ils sont finalement amenés à faire ce qu'ils font. Donc en fait, de montrer de la faiblesse à la République islamique n'a jamais donné aucun bon résultat. Donc voilà, s'ils nous écoutent, et j'espère que ça va se jouer jeudi. Et la liste est d'organisations terroristes. Je pense que ça va être compliqué. Il faut l'unanimité, ça va être compliqué. compliqué. Puis les gardiens ont déjà été pas mal sanctionnés. Et puis vous les connaissez, ils ont contourné, ils ont donc... je crains que même une inscription des à nous de gardiens... l'empêcher, parce qu'effectivement, leurs enfants... Alors c'est très intéressant. Les oligarques, on parle beaucoup. Pourquoi on les voit ici à Courchevel ou à Saint-Tropez? Ce n'est pas le consulat français qui leur donne des visas. Le problème, c'est que par exemple, l'Espagne, pendant des années, si vous achetiez un bien immobilier supérieur à 500 000 euros, ils vous donnaient un titre de séjour de 10 ans. 500 000 euros, pour eux, c'est comme 50 euros pour nous. Ils l'ont tous fait. Ils ont acheté des passeports Malte. Donc en fait, ils trouvent les trous du système, ils pensent être plus malins que nous, et force est de constater qu'ils le sont. Donc à nous aussi de réfléchir et de mettre un système en place. Je reviens à cette question d'une ingérence étrangère ou de plusieurs ingérences étrangères
premier point, il n'y a pas de division au sein de la population iranienne sur cette notion d'intervention extérieure. Non, elle est jugée nécessaire par la plupart des... Évidemment que si, mais je pense qu'il y a une attente quand même majoritaire d'une forme de réaction. Alors moi, c'est très délicat parce que là, il faut vraiment exercer notre humilité en tant que journaliste par rapport à la situation iranienne. On n'est pas sur place, donc on a malheureux, même si on essaye d'être au plus proche de la vérité, on aura toujours un regard biaisé parce qu'on ne parle pas à tout le monde. Donc c'est très difficile en fait de dire ce qu'ils pensent. Il est vrai que de plus en plus, même on le voit par rapport à nos contacts, qui n'étaient pas du tout des va-t-en-guerre, on entend de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui disent de toute façon c'est notre dernier recours. Venez nous aider. Pour eux, ils sont tellement désespérés, encore une fois, que le seul sauveur possible c'est Trump. Et ils ne demandent que ça, une intervention étrangère. Est-ce qu'ils ont conscience des conséquences ? Ça, je ne sais pas. Et après, il y a des voix beaucoup plus, modérées, qui essayent de s'exprimer, qui essayent de voir quelles sont les autres solutions, mais en même temps, ils sont piégés, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Donc, quoi qu'il en soit, il faut qu'il se passe quelque chose. Jean-Pierre Perrin, là-dessus, sur la perspective d'une action... La violence de la répression a fait vraiment que d'un côté, nous avons les partisans, vraiment les plus chauds partisans du régime, et le reste de la population. Et qu'il n'y a plus de passerelle comme il y a pu y avoir, même au moment du mouvement précédent Femmes, Vie, Liberté. Il n'y a plus. Maintenant, d'un côté, il y a même les réformistes se sont ralliés au régime, le président Pezeshkian en particulier, qui avait au début de la crise plutôt une attitude plutôt conciliante. Il appelait à la retenue, il disait aux forces de répression, tout le monde a dû ne tirez pas. Et maintenant, c'est fini. Ils se sont tous rangés du côté du régime. Donc on a vraiment un combat existentiel. Et je crois qu'effectivement, toute l'intervention, elle est souhaitée par une grande partie des Iraniens. Difficile de l'évaluer. Évidemment, la gauche ne sera jamais d'accord, la gauche iranienne ne sera jamais d'accord, mais je pense qu'une grande partie maintenant de la population. Ce qui est un point important, c'est que depuis le début du régime, depuis l'existence de la République islamique 78-79, le régime s'est préparé à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a conçu un système pour pouvoir réprimer, et il ne s'est jamais senti en sécurité. Il ne s'est jamais senti une véritable légitimité. Et donc, il a bâti en profondeur un système répressif qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Venons-en à notre dernier point. Que peuvent encore espérer les Iraniens ? Vous avez souligné tous les deux, vous avez évoqué le passage à la lutte armée, mais on ne passe pas comme ça en claquant dans les doigts à la lutte armée. Est-ce que les Iraniens sont armés déjà, pour commencer ? La société ordinaire ? Dans les régions périphériques, comme les régions kurdes ou baloutches, un peu, dans les grandes villes comme Téhéran, Ispahan et Shiraz, non. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de changement de régime tant que ces villes-là ne sont pas en mesure de combattre. La conclusion que vous tirez est logique. À partir du moment où le régime tient par la force et est prêt à tous les massacres pour rester, j'imagine qu'un certain nombre de manifestants commencent à se dire le seul moyen, c'est de s'armer face à... On peut espérer le seul bon scénario, c'est qu'après l'ayatollah Khamenei, que ce soit par une élimination américaine ou naturelle, ceux qui vont contrôler le pouvoir, dans un moment Gorbatchev pour l'Iran, organisent un référendum et passent à autre chose. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'il y a trop de gardiens de la révolution, ils ont trop d'intérêts économiques, et il y a quand même aussi une toute petite base, mais qui croit vraiment dans les valeurs de la République islamique. Alors même si c'est 1%, ça fait quand même presque 1 million de personnes armées. Je pense, hélas. Armées. Entre ceux qui y croient et ceux qui ont intérêt à y croire, on a commencé avec ça au début. Millions. Ces gens-là ne considèrent même pas l'autre, ils ne considèrent pas avec Delphine comme leurs compatriotes. Parce que leur définition de la patrie, leur définition de la nation est tout autre chose que l'iranité. Les gardiens de la révolution, c'est dans leur nom, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique. Le mot Iran n'y figure même pas. Il y avait un ayatollah, il y a quelques jours, à la télévision iranienne, il disait même si on doit tuer la moitié de la population pour arriver à notre destination, on le fera. Dieu sait de quelle destination il parle, mais c'est quand même terrifiant de dire ça. Et ils le pensent, et ils le pensent, et ils le feront. Donc effectivement, c'est terrible d'en arriver à cette conclusion, mais personnellement, je ne vois pas d'autres portes de sortie. Delphine Inouï aussi, la lutte armée, plus le régime aura recours à cette violence, c'est même pas de la violence, c'est un massacre. Plus on assistera à une radicalisation
du côté de la population. Dans ces manifestations-là, c'était encore une minorité, mais je sais qu'il y a des gens qui ont utilisé des armes blanches, des couteaux. Il y a certaines tribus. C'est vrai qu'on oublie qu'en Iran, il y a différentes ethnies, il y a différentes tribus. Moi, j'avais été en contact avant les coupures de l'Internet avec des personnes, notamment autour de la ville de Shiraz, où il y a la fameuse tribu Khashraï. C'est des gens qui sont habitués à aller à la chasse. Et ben, le 8 au soir, pour se protéger, ils insistaient pour se protéger, ils étaient sortis dans la rue avec leurs fusils de chasse. Donc c'est quelque chose qui peut se généraliser en cas de répression de plus en plus sévère de la part du régime. Donc on n'est pas à l'abri d'affrontements armés dans certains secteurs. Ce qui s'est passé en Irak est quand même... Jean-Pierre Perrin. Si tu veux. Parce que, effectivement, la révolution syrienne, elle a commencé pacifiquement, avec des manifestations qui ne voulaient simplement le départ de Bachar el-Assad, mais qui ne voulaient pas pour autant la confrontation violente. Et la violence de la répression a fait aussi qu'au bout d'un moment, ils sont passés à la lutte armée. Mais ils ont pu passer à la lutte armée aussi parce que des unités de l'armée de Bachar el-Assad étaient passées à l'opposition et avaient donné les armes, ou s'étaient servis. Là, on en est loin. Et l'aide étrangère, toutes les armes qui sont arrivées depuis la frontière turque, là, on est loin de là. Mais on n'est pas dans cette configuration. L'affaiblissement, comme tu disais, l'affaiblissement du pouvoir central par la périphérie, notamment les Baloutches, on sait qu'ils sont travaillés par le Pakistan et d'autres. Les Kurdes, l'ambassade des États-Unis ont ouvert le plus grand consulat au monde à Erbil. Voilà, comment s'appelle-t-il, l'ancien patron de la Jack américain, de la Conseil, a dit clairement que sous Biden, on avait livré 40 000 routeurs Starlink. Mike Pompeo dit qu'il y a des agents du Mossad. Donc je pense que ça peut être un scénario justement d'affaiblissement du pouvoir central par la périphérie et qu'in fine, eh bien, ce qui manque aujourd'hui, c'est que les forces de sécurité basculent. Ce dont le régime avait très peur au début, comme je disais, c'est qu'ils perdent une ville, qui est une ville qui passe et ils plantent le drapeau. Il n'y a pas eu ça. Mais ça, justement, ça peut arriver. Et donc, quand vous avez, je pense qu'on est plus dans une optique d'affaiblissement progressif de ce pouvoir qui a perdu toute crédibilité, même s'il est encore épaulé par 2 millions de gens qui sont prêts à le défendre les armes à la main, plutôt que par une offensive militaire, parce que là, quand même, une offensive militaire, c'est impossible. C'est impossible. Mais est-ce que ça veut dire que les Occidentaux, les Européens, puisqu'on leur reproche de ne pas faire grand-chose, doivent commencer à livrer des armes ? Est-ce que c'est pas un acte humanitaire, a priori, que de livrer des armes. Je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet qui est trop sensible, mais sur tous les autres dossiers, on n'a rien fait non plus. Oui. On aurait pu le faire. On aurait pu tout simplement aider la société civile iranienne. Vous avez un énorme potentiel de la diaspora iranienne. On parle de plusieurs millions d'Iraniens et d'origine iranienne dans le monde, qui sont très qualifiés, très assimilés, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Ils n'ont pas de structure. On peut les aider aussi à créer cette structure. Effectivement, on critique souvent les Iraniens en disant qu'ils ne sont pas capables de s'unir. C'est vrai que l'Iranien, par défaut, se méfie de l'autre. Mais on peut aussi les aider à créer, pourquoi pas, un institut du monde iranien à Paris, qui peut être une plateforme, par exemple, pour des événements politiques, culturels. On peut cibler les sanctions de manière beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, les sanctions ont complètement assassiné la classe moyenne iranienne. Mais paradoxalement, les oligarques proches du régime, eux, ils se portent très bien parce qu'ils ont eu le monopole de toute l'économie iranienne. Leurs enfants, ils vont skier à Megève et ils passent l'été à Saint-Tropez. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire qu'on devrait faire. On pourrait lutter contre la flotte fantôme iranienne. Alors on en parle beaucoup de la flotte fantôme russe, mais les Iraniens, ils en ont aussi, beaucoup plus sophistiqués. Ils continuent à vendre du pétrole aux Chinois. Ils continuent à donner des armes, on l'a lu dans la presse anglo-saxonne, à la Birmanie. Et sur tous ces dossiers-là, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, on va nous demander, est-ce qu'il faut donner des armes ou non ? Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Des armes de communication. Moi, c'est ce qui me dit. Des armes de communication. Des armes de communication, c'est-à-dire que l'Internet, la société iranienne est une société qui fonctionne par réseau. D'ailleurs, ça avait été le cas déjà en 79, pendant la Révolution. Il y avait les fameuses Shabnameh, les lettres de nuit. Les gens se passaient des messages de village en village. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui a pris la relève. Et l'Internet est un véritable outil de contestation et de potentiel renversement du régime. Donc je pense que c'est là-dessus avant tout qu'il faut miser avant de partir dans des considérations belliqueuses et va-t-en-guerre.
faire. Quand Reza Pahlavi disait il faut prendre aux manifestants, il faut prendre les centres-villes et les tenir, c'était de la rhétorique hors sol ou C'était assez Jean-Marc dangereux Bruno. parce que d'une part, ça les a exposés quand même à une répression terrible, et d'autre part, mais ils n'ont pas vraiment essayé de prendre les centres-villes, ils ont juste manifesté. S'ils avaient pu, ils l'auraient fait, mais ils n'ont pas pu parce qu'en face, ils les ont empêchés. Mais ils ont essayé de s'en prendre à des symboles. Voilà. Ouais. 60 mosquées ont été saccagées pendant 2 jours, des bureaux des gouverneurs, des supermarchés considérés comme affiliés au corps des gardiens de la Révolution. Enfin, il y a tous ces signes qui montrent que voilà, les gens ont quand même suivi ce mouvement-là. À la tête du régime, il y a un monsieur très âgé, Ali Khamenei, 86 ans, réputé malade depuis des années. Est-ce que un changement de tête est tout à fait possible dans les mois ou les années qui viennent? On sait déjà ce qui peut suivre, ou c'est son fils qui veut Mojtaba ou... Je crois que derrière la Jean-Pierre personnalité du guide Ali Khamenei, bientôt 87 d'ailleurs, il y a un pouvoir collégial. Ouais. C'est-à-dire il y a le guide, il y a son bureau, mais il y a aussi le chef de l'institution judiciaire, il y a le président du Parlement, et il y a les gardiens évidemment. Et donc c'est pas seulement un guide, c'est une structure C'est le Haut collégiale. Conseil à la Et donc sécurité il sera- nationale. donc s'il a un manque, le vide Ils sera vont le remplacer sans aucun problème. oui, sans aucun problème, ça je ne sais pas. Non, il y aura forcément des rivalités de pouvoir, mais ça, c'est pas parce qu'on en élimine un des piliers du régime que les autres ne vont pas tenir. Au contraire, encore se resserrer. Donc je crois qu'effectivement, le pouvoir, il est dans sa dernière forteresse, mais pour le moment, la forteresse tient. Et si, Georges Malbruno. si on élimine, si on étête le régime, alors ça peut avoir des vertus, mais l'inconvénient, c'est que ça peut offrir une régénérescence à ce régime, et ça, c'est évidemment pas ce que veulent les Iraniens, c'est probablement pas ce que veut Israël. Est-ce que c'est ce que veut Donald Trump? J'en sais rien. Mais voilà, donc on est quand même dans un éventail d'options qui ne sont pas tous très favorables. Quoi. Un quinquagénaire qui succéderait à cet octogénaire et qui tiendrait un discours un peu plus moderne, c'est pas envisageable? Je crois vraiment pas. Non, je c'est pas pense qu'en possible. 2013-2010, je pense que c'est un débat en fait qui n'est plus à jour. C'est dépassé. Oui, c'est complètement dépassé. Alors l'option des réformateurs jusqu'en 2013 effectivement avait un certain sens. Si le JCPOA avait fonctionné, s'il y avait une reprise économique dans le pays. Mais aujourd'hui, la rupture est tellement profonde, encore une fois, entre une jeunesse qui est très sécularisée et un régime totalitaire, fondamentaliste. Et, en fait, ça ne fonctionne plus. Et il ne faut pas oublier aussi que les gens ne vont pas oublier ces dizaines de milliers de morts. Encore une fois, c'est des amis, c'est des frères, des sœurs, C'est des parents. enfants aussi, et ça c'est terrible. C'est des enfants, et l'Iranien a la mémoire longue, et il ne faut pas croire qu'en quelques mois, après l'ayatollah Khamenei, un autre ayatollah va venir et que les gens vont oublier tout ce qui leur est arrivé. C'est un Delphine trauma Midway. national, parce qu'il fut un temps où le culte du sacrifice, de la martyrologie fonctionnait sur certaines populations, et c'est ce qui a fait tenir le régime pendant la guerre Iran-Irak de 80 à 88. Or, vous voyez aujourd'hui, les gens justement en opposition à cette culture mortifère, le deuil, le noir, vous voyez dans les enterrements et dans les célébrations de deuil de ces gens qui viennent de tomber sous les balles des forces de répression, des gens qui dansent, des gens qui mettent la musique préférée du défunt, des gens qui célèbrent la vie, qui célèbrent la joie, mais dans un geste très politique, en opposition à cette culture de la mort. Donc ça montre encore une fois cet énorme fossé. Il nous reste un peu plus d'une minute. Très vite, comment voyez-vous l'avenir proche? Est-ce que vous voyez une chape de plomb se refermer sur le pays, ou au contraire un travail de longue haleine Alors, je veux dire sincèrement, à long terme, je suis très optimiste pour l'Iran, même peut-être plus que pour la France. Je vois les dynamiques de la société iranienne et je suis très optimiste. À court terme, en revanche, je pense que l'Iran, malheureusement, va passer peuple par une vaincra. période de violence. Mais à long terme, oui, comme toujours, le peuple iranien. Delphine Minouy, à court et long terme? Court terme, pareil, je pense que là, on rentre dans une période très macabre. Ouais. Très noire. À l'heure où l'on parle, il y a des descentes au petit matin chez les gens. En fait, ils arrêtent tout le monde. Je vais vous citer une anecdote que j'ai reçue Très tout à vite, l'heure parce qu'il nous reste 30 d'une secondes. connaissance dont le père vient d'avoir un accident de voiture. Il va à l'hôpital, il se fait arrêter pendant 3 jours parce qu'on l'accuse d'avoir été dans une manifestation et être blessé dans une manifestation. C'est ça l'Iran d'aujourd'hui. Sur le long terme, j'avoue que j'ai du mal à faire des pronostics parce que cette région nous a appris à... Voilà, Jean-Pierre Perrin, d'un mot? Période très très noire qui s'annonce, mais on ne peut pas exclure qu'une fraction du régime, malgré tout,
anticipe l'avenir et pour se sortir un petit peu de la situation Bruno, catastrophique. d'un mot optimiste pour l'Iran? Oui, il y aura une transition à l'issue de cette crise parce que elle a dépassé tout ce qu'on avait connu et donc il y aura la République islamique a probablement vécu et la crise débouchera sur une transition. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.